Bruxelles, au milieu du siècle dernier. Les images d'une cité médiévale. 150 ans plus tard, la capitale de l'Europe. Une ville bouleversée, un catalogue d'erreurs urbanistiques. Comment en est-on arrivé là? Tout commence en 1860. Le bourgmestre Hans Spaak décide de faire disparaître la rivière la Seine et de la transformer en égout. 20 ans plus tard, inauguration du palais de justice le plus grand du monde. Dans le quartier des Marolles, le mot architecte est devenu une insulte. Début de ce siècle, une jonction ferroviaire est ouverte entre la gare du Nord et la gare du Midi. La ville est déchirée en deux. Le chantier s'étalera sur près de 50 ans. 1958. L'exposition universelle va s'ouvrir. La ville subit une nouvelle série de chocs. Le creusement des tunnels et de la petite ceinture, le triomphe des parkings. La ville se consacre entièrement à la voiture et au bureau. À nouveau, les quartiers populaires sont détruits. Les politiciens et les promoteurs ne cachent pas leur fascination pour New York. En 1974, le quartier nord est rasé pour faire place à un nouveau rêve. Nous ne voulons pas construire des blocs de béton, il faut tâcher de donner une âme et une vie à ces quartiers. C'est ça vraiment l'objectif que je poursuis. Le plan Manhattan ne sera jamais terminé. Mais chez les urbanistes du monde entier, un nouveau mot fait fureur, la bruxellisation. Bruxellisation. Sincèrement, je ne vois pas très bien ce que ça veut dire. Aujourd'hui encore, Bruxelles subit l'implantation sauvage d'un gigantesque Parlement européen. Quelles sont les forces qui, depuis 150 ans, poussent la ville à se détruire elle-même? Ce que je vais vous raconter ce soir, c'est l'histoire d'une enquête qui a duré plusieurs mois. Une enquête journalistique, historique et policière. C'est une histoire incroyable qui pourrait expliquer des événements vieux de plus d'un siècle. Une histoire qui a démarré à Bruxelles, mais qui nous emmènera très, très, très loin. Premier fait troublant, l'abandon des travaux du métro en dessous de la place Louise en plein cœur de la ville. Il existe bien un premier niveau qui fonctionne normalement, mais ce que peu de Bruxellois savent, c'est qu'il existe un second niveau. Ici, les travaux ont été abandonnés depuis presque 15 ans. Nous avons commencé ceci en 1979 et nous l'avons terminé fin 81 environ. Vous pouvez me dire pourquoi ils ont été interrompus? Oui, il y a eu un changement de politique dans la politique de déplacement à Bruxelles. Les gros travaux métro ont été abandonnés et actuellement les travaux tournent beaucoup plus vers les travaux de surface. Voilà pour le point de vue officiel. Mais nous avons retrouvé un ouvrier du chantier. Son explication est assez différente.
Vous avez travaillé sur le chantier Louise. Est-ce que vous pouvez me dire pour quelle raison vous l'avez quitté? Disons, c'est vrai qu'on a entendu beaucoup de... D'abord, on a entendu des bruits. Des bruits qui venaient de partout, quoi. Vous m'aviez dit que vous aviez entendu des voix. À quoi ressemblaient-elles? Des voix bizarres, mais très fortes. Alors, il part, il vient, mais ils étaient toujours présentes. C'est pour ça que les ouvriers, ils ont pris peur, quoi. Manifestement, il y a quelque chose derrière l'abandon de la station Louise. Mais quoi? Y a-t-il une logique cachée derrière tous ces chantiers absurdes? Logique. Sans doute que dans l'esprit de ceux qui ont commencé certains travaux, il y avait une logique. Et puis le sentiment que j'ai, c'est que cette logique, peu à peu, s'est dissoute. Et on a passé le pouvoir à d'autres. Et puis il y a eu, je dirais, des influences contradictoires. Je vous vois venir. Je parie que vous allez me parler de Bruxelles. Quoi? Bruxelles. C'est quoi ça? Enfin, mademoiselle, quantité de gens viennent me parler de Bruxelles en disant, vous l'historien, vous avez dû connaître Bruxelles. Et ça fait 40 ans que je m'occupe de Bruxelles. Et Bruxelles est une espèce de cité imaginaire comme ça. Et un tas de gens croient qu'elle a vraiment existé. Et on me casse les pieds avec ça, mademoiselle. Et c'est un mythe, c'est une histoire de fou. Et c'est une légende ou bien c'est quelque chose qui s'avère... Davantage qu'une légende, c'est une conviction chez certains Bruxellois, et pas des imbéciles tous, ils y croient. Légende ou pas, ça mériterait qu'on s'y intéresse d'un peu plus près. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que les traces de ce Bruxelles ne courent pas les rues. C'est aux archives de la ville de Bruxelles que j'ai trouvé une première trace de ce Bruxelles. Ça que vous cherchez? Oui, merci. C'était dans un magazine des années 30. Une illustration intitulée « Le palais des trois pouvoirs à Bruxelles ». L'image évoquait le palais de justice. Elle était signée Robert Louis-Marie de la Barque. Un nom qui ne me disait rien. Mais d'après l'article, certains tableaux de cet artiste étaient exposés au musée d'Ixelles. Il y en avait un, je pense, dans cette salle. Et il a été décroché il y a quelques années. Je ne sais pas trop pourquoi, mais je devine que les musées débordent d'œuvres, qu'on ne peut pas accrocher tout le monde. Et en tout cas, on ne peut pas accrocher les petits maîtres. Et M. de la Barque est sans conteste un petit maître. Il le savait d'ailleurs de son vivant. Et il avait de gros problèmes pour répondre à des personnalités aussi fortes que Delvaux ou Magritte qui lui jetaient beaucoup d'ombre. Alors il s'est recyclé dans des illustrations, des imageries populaires, dans un style réaliste, expressionniste, Mazerel, ou en imitant des décors de cinéma dans le style de Métropolis. Voilà, c'est comme ça qu'il s'est en fait consolé de la peinture. Il avait une véritable passion pour le palais de justice de Bruxelles et il l'a souvent dessiné à sa façon. Bien, est-ce que vous avez aussi entendu parler de Bruxelles? Mais son sujet favori, ce sont les architectures de Bruxelles, mais il intitulait tout cela des choses de Bruxelles. Alors, est-ce qu'il était il n'est pas d'origine flamande, ou bien est-ce qu'il était influencé par la langue flamande, on dit Bruxelles, ou bien ce serait méchant pour lui de dire qu'il avait une très mauvaise orthographe et qu'il avait fait constamment cette faute. Ça m'étonnerait quand même. Je n'ai pas eu de mal à retrouver des traces de ce de la Barque. Né en 1885 et mort en 1958, il avait vécu toute sa vie à Schaerbeek.
Il y a du brode ici, hein? Sa maison personnelle et son atelier ont été rasés. Mais dans le grenier d'une de ses nièces, j'ai retrouvé pas mal d'affaires qui lui appartenaient. Il y avait notamment de nombreux documents sur le palais de justice. Ce palais était décidément une obsession chez lui. Il en avait même dessiné un plan. Dans ses albums de photos, on le voit faire des croquis sur les chantiers de la jonction Nord-Midi. À l'époque, c'était le plus grand chantier de la ville. À première vue, rien d'extraordinaire dans ce film de famille. On voit l'artiste au travail dessinant son éternel palais. Difficile de se faire une idée de ses dessins. Je voulais savoir ce que Delabarque pouvait bien raconter, et je me suis livrée à une petite expérience. J'ai montré le film à une personne capable de lire sur les lèvres. Palais. 3. Pouvoir. Toi, tu vas chercher. Oui. Découvrir, chercher. Oui. Le secret dans architecte. Poulard. Ah oui. Lui, il va chercher Delabarque, il va chercher le secret dans le palais. Okay. Voici à peu près ce que Delabarque dit à ses enfants. Il y a dans ce palais quelque chose que personne ne peut connaître, mais que moi j'ai découvert. Un jour nous irons ensemble dans le palais des 3 pouvoirs et je vous montrerai de quoi il s'agit. Ce palais de justice et son architecte Joseph Poulard ont en effet de quoi intriguer. Le palais, qu'on voulait le plus grand du monde, a d'abord fait l'objet d'un concours. Poulard était membre du jury, mais après avoir écarté tous les candidats, il a sorti de ses cartons un projet auquel il travaillait depuis 10 ans et qui a émerveillé ses confrères. La construction du palais s'est étalée sur plus de 20 ans et a vidé les caisses de l'État. Poulard n'a jamais vu le palais terminé, il est mort en 1879, 4 ans avant l'achèvement des travaux. On dit qu'il était devenu fou. Il y a beaucoup de points obscurs dans l'histoire du palais, à commencer par l'absence de plan d'origine.
Là aussi, il y a un aspect mystère qui intervient, puisque déjà de son vivant, il n'y a pas eu de plan définitif lors de la remise du projet. Donc à chaque fois, c'était des plans, mais qui étaient constamment remaniés. Poulart travaillait essentiellement la nuit et il revenait constamment sur ces plans parce qu'il n'en était pas satisfait. Et lorsque le ministère de la Justice lui demandait des plans précis, définitifs, eh bien, il en envoyait, pour avoir la paix, il en envoyait plusieurs, ou même il a été jusqu'à dire, eh bien non, je n'en ai pas. Et comme on ne pouvait pas se permettre, vu l'ampleur des travaux, de changer d'architecte, on est resté avec Poulart et l'incertitude de ces plans. Alors, il y a des plans, bien sûr, qui ont existé, même s'ils n'étaient pas toujours aboutis, mais ces plans existants ont disparu en 1944, lorsque les Allemands ont brûlé les archives dans le palais de justice. Alors maintenant, on n'a plus de traces, on n'a plus rien. Depuis toujours, le mystère Poulart a suscité d'étranges passions. Par exemple, celle de l'écrivain Pierre Lidiot dans les années 60. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Aujourd'hui, deux nouveautés. Avec la parution chez Julliard de Château en Suède, la première pièce de Françoise Sagan. Françoise Sagan, que j'aurai le plaisir d'ailleurs de recevoir dans quelques instants. Mais pour commencer, un jeune auteur belge, Pierre Lidiot, qui vient nous parler de son premier ouvrage. Bonsoir. Bonsoir. Vous venez de publier aux éditions du Passage le dossier B, un livre inclassable, où le palais de justice et son architecte Poulart ont des rôles essentiels. Alors, pourquoi cet intérêt pour ce bâtiment démesuré et, disons-le, finalement, d'assez mauvais goût? Le palais de justice n'est pas du tout de mauvais goût, au moins, à mon avis. Le bourgmestre Anspach, il y a à peu près 100 ans, disait « Ce monument sera le plus beau, pour ne pas dire le seul, de tout le 19e siècle ». Anspach avait même souhaité que la dépense soit la plus élevée possible, pour qu'on ne puisse pas reprocher à la ville de Bruxelles d'avoir péché par mesquinerie. Oui, sur ce plan-là, on peut dire qu'il a été exaucé. Mais qu'est-ce qui, aujourd'hui, en 1960, vous paraît encore actuel dans ce palais de justice? C'est une œuvre ésotérique, je dirais même initiatique. Bon, chacun sait que Poulart était franc-maçon. Mais bon, le palais, c'est évident, est constellé de signes maçonniques, de symboles, de chiffres. Mais tout cela, voyez-vous, ce n'est à mon avis qu'une sorte de façade, de couverture. La vérité, c'est que Poulart était obsédé par la notion de passage. Je ne sais pas si nos téléspectateurs pourront vous suivre sur ce terrain. Évidemment. Je sais que cette interprétation dérange. Pourtant, les preuves sont là, irréfutables. Pensez au fait que Poulart refusait de montrer les plans du palais, que lorsque les parlementaires insistaient pour les avoir, il les inondait de dessins de toutes sortes, contradictoires. En réalité, le palais de justice avait un but secret. Poulart voulait relier la ville de Bruxelles à une ville parallèle à laquelle il croyait, Bruxelles. Et c'est la recherche de ce passage qui explique les appuis très haut placés dont il a bénéficié pendant toute la construction. Oui, oui. Et ce passage, où se situerait-il? Je ne vais pas l'expliquer comme cela devant vos caméras, alors que j'ai mis 268 pages dans mon livre à faire sentir toute la complexité de ce dossier. Je crois que les recherches seront encore longues, le travail est complexe si on veut approcher. Nous n'en doutons pas. En tout cas, merci Pierre Lidiot. Et je rappelle le titre de votre livre, le dossier B. On pourrait prendre ce Pierre Lidiot pour un fou, mais le palais lui-même nous réserve encore quelques surprises. Alors actuellement, il serait intéressant de faire des recherches dans les fondations du palais de justice, parce que ça, c'est de la main de Poulart, alors que toute la partie supérieure a été achevée par d'autres architectes. Et il semblerait que dans ces fondations, on ait les éléments d'un labyrinthe, donc d'un parcours initiatique franc-maçon. Poulart aurait-il caché ce fameux passage secret dans les sous-sols de son palais?
J'ai repris le plan dessiné par Delabarque et j'ai suivi les itinéraires qu'il y avait tracés. Ils m'ont tous conduite à des impasses, des couloirs sans issue, des grillages dont on n'avait soi-disant pas les clés. Des escaliers entiers ont été murés. Ces dernières années, le palais de justice et en particulier les sous-sols ont subi des transformations importantes. Le gardien-chef, pourtant, reste discret sur ses travaux. Ja, maar het is een reglement en daar mogen we niet over spreken. En in de koepel? In de koepel ook niet. Ook Ik kan niet zeggen. Ik kan niet zeggen. Ik weet, maar ik mag niet zeggen. Les lieux que j'ai traversés dans le palais de justice avec les plans de Delabarque correspondent à des photos de Pierre Lidiot vues dans l'émission littéraire Le Temps et les œuvres. Comme si, lui aussi avait eu les plans en main et comme si, à 30 ans de distance, nous les avions suivis, lui et moi. Y aurait-il une filiation entre Delabarque, le dessinateur oublié, et Lidiot, l'écrivain illuminé? Auraient-ils pu se rencontrer? Un seul moyen pour le savoir, lire le livre de Pierre Lidiot. Dossier B. Ah non, mademoiselle, nous n'avons pas ce livre. Et vous pouvez pas me dire où je peux le trouver? Non, mademoiselle, non. Le livre de Pierre Lidiot est devenu introuvable. Son éditeur a fait faillite, l'auteur aurait disparu. C'est ici que vous travaillez? Oui, oui. Attention. Je vous donne... Pardon. Heureusement, il reste quelques traces de lui dans un recoin des archives. Comme vous voyez, M. Lidiot s'est intéressé beaucoup aux grands travaux qui ont transformé Bruxelles à l'occasion de l'Expo de 58. Vous voyez devant le Mont des Arts, là. Ici, les bas-fonds. Et la Maison du Peuple. C'est quand même curieux. Tous ces endroits ont disparu aujourd'hui. Ah oui, c'est évident qu'ils ont disparu. C'est pour ça que M. Lidiot s'est intéressé. Mais qu'est-ce qu'il cherchait sur tous ces chantiers? Le passage, évidemment. D'abord, il fallait le trouver au palais de justice, et puis après, il s'est mis dans la tête qu'il y avait encore des autres endroits dans la ville. C'est pour ça qu'il a commencé son film. Quel film? J'ai mes archives, moi, moi. Et la plus belle pièce de ma collection, c'est le film de M. Lidiot. Qu'il a commencé à tourner, mais il n'a pas pu la terminer. Ce n'est qu'une bobine. Il a tourné au musée Wiertz. Vous connaissez le musée Wiertz? De tous les artistes incompris qui ont vécu à Bruxelles, Antoine Wiertz, né en 1806, mort en 1865, est l'une des figures les plus remarquables, les plus singulières. Wiertz arrive à Bruxelles en 1845, déçu par l'accueil réservé à ses toiles à Paris. Un de ses tableaux a fini comme l'eau dans une tombola. Et très vite, bien qu'anarchiste, il parvient à obtenir du ministre de l'Intérieur, Charles Rogier, la construction d'un immense atelier fait pour lui. Haut de près de 13 mètres, atelier où vont pouvoir s'inscrire toutes ses compositions.
échange, en contrepartie, il lègue à l'État par avance tout son œuvre peinte. Baudelaire se moque de lui, Baudelaire le détestait et dit « Qu'est-ce que la Belgique va pouvoir faire de tout ça ?» Incroyable aveuglement des critiques qui n'ont rien vu alors que tout était dit, tout était montré par Wiertz. Ce tableau, singulier entre tous, cette porte entrebâillée peinte à même le mur, ne dit-elle pas que le véritable thème de l'œuvre wirtzienne, c'est le passage vers un ailleurs qui est peut-être Bruxelles. Et comme pour souligner, Wiertz nous peint juste à côté une clé, clé de cette porte, clé de son œuvre, clé jusqu'ici, inaperçue. Allons, Bruxelles, lève-toi. Deviens la capitale du monde et que Paris, pour toi, ne soit qu'une ville de province. Tel est le cœur du message wirtzien. Wiertz qui a inscrit cette phrase à l'entrée même de son musée, Wiertz qui le premier, véritable visionnaire et prophète, a parlé de Bruxelles comme de la capitale de l'Europe. Bruxelles, capitale de l'Europe. Wiertz ne croyait pas si bien dire. Le musée Wiertz occupe une place étonnante à Bruxelles. Il est situé en plein cœur des gigantesques travaux du Parlement européen. Quand nous sommes retournés voir le bibliothécaire Henri Van de Belle, il a brusquement changé d'attitude. Monsieur, c'est juste quelques questions. Vraiment, quelques questions, ça ne durera pas longtemps. Il était bizarrement réticent à parler devant la caméra. Mais il est redevenu bavard quand il a cru l'interview terminée. C'est quand même incroyable ce musée Wiertz qui est comme ça debout au milieu des gigantesques travaux. C'est évident. Wiertz fait partie de la secte. Poulart aussi d'ailleurs. Je crois même que ces deux-là étaient les membres fondateurs de la secte. Quelle secte? Vous ne savez pas? C'est la secte qui croit à l'existence d'une deuxième ville, parallèle à celle de Bruxelles. Je ne comprends pas. Ben, c'est comme s'il y avait deux villes, et l'un est ancré dans l'autre. C'est comme le reflet d'un miroir. Un reflet vivant, quoi. Vous comprenez? Vous y croyez, vous, à toute cette histoire? C'est pas n'importe quelle histoire, mademoiselle. Il y a des travaux là-dessus. Il y a eu le bouquin de James Welch. Et puis, moi-même, j'ai fait mes recherches. Ça fait des années que je fouille dans la ville, à toute la direction. Mais jusqu'ici, j'ai... Vous filmez ça? Il faut pas filmer. Il faut pas filmer ça. Henri Van de Belle n'a plus rien voulu ajouter. Mais il en avait dit trop ou trop peu. J'ai essayé d'avoir d'autres avis sur cette histoire de ville parallèle. De toute façon, c'est jouable. J'ai pris contact avec Christian van der Velde, l'explorateur des sous-sols bruxellois. D'abord, j'ai retrouvé un grand souterrain. Et puis, j'ai commencé à chercher rue par rue, maison par maison, cave par cave, en vérifiant s'il y avait une entrée de souterrain, s'il n'y avait pas d'entrée de souterrain. Et c'est comme ça que j'ai retrouvé 41 km de souterrain et pratiquement 74 entrées et 101 sites inconnus. Certains souterrains ont eu 4 époques de construction. Et quand on y va la première fois, on ne comprend pas très bien pourquoi il y a des briques dites espagnoles, des briques de 1700, des briques modernes. Et tout ça mélangé l'un dans l'autre, c'est parfois compliqué. Est-ce que vous croyez que ces souterrains pourraient mener à des passages secrets? Ah, sûrement. Sûrement. Ah, oui. Et vous croyez que ces passages secrets pourraient mener à une ville parallèle? Ça, c'est... c'est quand même relativement... c'est difficile à dire.
il existe des réalisations un peu inattendues qui permettent précisément, j'appellerais ça des courts-circuits dans l'espace-temps, qu'en anglais on appelle wormholes, qui veut dire trous de verre, comme ceux que les vers forment sur la plage pour passer d'un endroit à l'autre via le sous-sol. Eh bien, c'est un peu ça qui se passe dans l'espace-temps. Il existe des solutions mathématiques des équations d'Einstein, donc qui existent dans la théorie, qui permettent des courts-circuits qui eux-mêmes permettraient dans l'espace-temps de passer d'un endroit de l'espace-temps à l'autre, endroits qui nous semblent et qui sont spatialement très éloignés l'un de l'autre. Alors il y a une catégorie de solutions qu'on connaissait depuis longtemps, mais qui elles sont tout à fait non utilitaires, si je peux dire, de toute façon, parce qu'ils sont dynamiques et se referment, s'ouvrent, de telle sorte qu'un voyageur qui l'emprunterait se verrait rapidement, et avant même d'en ressortir, éliminé. Par contre, on a trouvé récemment qu'il existe également des courts-circuits dans l'espace-temps qui sont statiques, c'est-à-dire vraiment des espèces de tunnels qui joignent une région de l'espace-temps à l'autre. Je dis qu'on a trouvé théoriquement, je ne dis pas qu'on a trouvé expérimentalement, et qui possèdent a priori toutes les propriétés qui sont des propriétés que devrait posséder un bon court-circuit dans l'espace-temps pour permettre ce genre de phénomène. Pour le physicien Edgar Günzig, l'hypothèse d'un passage dans l'espace-temps n'est donc pas impossible. L'historien anglais James Wells va encore plus loin. Son livre « Shadows in the Night, A Secret Society in Belgium » n'a pas encore été traduit en français. Il pourrait s'intituler « Ombre dans la nuit, une société secrète en Belgique ». Ah, j'ai vu mon livre. Monsieur Wells. Oui, enchanté. Claire de Villers. Enchanté. Très bien. Vous avez fait le bon voyage? Très bien, merci. Oui, j'ai une maison, j'ai rasé. Personnellement, je ne sais pas si Brussels a vraiment existé et ma profession d'historien ne me permet pas de donner un avis à ce sujet. Mais ce qui est certain, en toute objectivité scientifique, c'est que la secte de Brussels a bien existé. Bon, la plupart des documents ont été dissimulés ou détruits, mais quelques traces en sont restées, surtout dans les lettres. Mais des lettres de qui? Qui faisait partie de cette secte? Pollard, Swirt, c'est ça? Oui, mais ils n'étaient pas les seuls à faire référence à Brussels pour rêver leur ville idéale. Un nombre croissant de personnalités ont cru à l'existence de cette ville parallèle. Ou en tout cas, ont fait référence pour guider leur action. Leur but commun, poursuivi, fut la grandeur de Bruxelles. Un des membres les plus importants de la secte était Anspach, Jules Anspach. Il était bourgmestre de Bruxelles entre 1863 et 1879, 79, et il consacrait tous ses efforts à la réorganisation du territoire de Bruxelles. Il a détruit les quartiers anciens pour construire les grands boulevards et pour promouvoir Bruxelles à l'égal des grandes capitales européennes. D'après James Wells, Bruxelles serait parsemée de statues des membres les plus influents de la secte. L'industriel Solvay était un des membres les plus actifs de cette société secrète. Pourquoi les congrès de physique Solvay avaient-ils tous lieu à Bruxelles, à l'Hôtel Métropole? Parce que Solvay lui-même croyait à l'existence de Bruxelles. Peut-être y voyait-il un débouché pour ses soudes industriels, peut-être son but était-il purement philanthropique, mais ce qui est sûr, c'est que l'existence de Bruxelles a pesé lourd dans le débat
fondamentale pour la physique moderne qui opposa Einstein à Niels Bohr, le physicien danois. Il fallait bien comprendre que si Brussels existait, c'est la preuve qu'Einstein s'est trompé, n'est-ce pas? La fameuse théorie de la complémentarité de Niels Bohr en a fait un double sens. Au-delà des quanta, il s'agissait d'une complémentarité entre notre monde et celui qu'on appelle cités obscures. Effectivement, pour être obscur, c'est obscur. À mon avis, Solvay est l'un des pivots de toute l'affaire. Voilà. Pourquoi ce grand capitaliste a-t-il payé discrètement la construction de la maison du peuple de Horta, un des hauts lieux du socialisme le plus radical? Pourquoi a-t-il favorisé la construction également par Horta de l'hôtel Cassel, ainsi que de sa propre maison? Parce que Horta lui-même faisait partie de la secte. Victor Horta, grand admirateur du palais de justice, avait des idées très claires et très modernes sur ce que devait devenir Bruxelles. Quant à cette bibliothèque Solvay, restée à l'abandon si longtemps, elle était, à mon avis, destinée à être le lieu de réunion de la secte et à centraliser les informations et les images de Bruxelles. Comment vous expliquez qu'un architecte aussi génial que Victor Horta ait pu s'enthousiasmer pour un projet aussi monstrueux que le Bruxelles que nous connaissons aujourd'hui? En réalité, il y avait un dévoiement progressif de l'utopie de départ. Il est difficile de situer dans le temps, mais on en voit déjà les signes dans la deuxième moitié de la carrière de Victor Horta, quand il fut pris d'enthousiasme pour l'architecture américaine, reniant l'art nouveau en faveur d'un style plus classique, plus massif. D'après Wells, l'idéal de la secte a peu à peu dégénéré. L'utopie de Bruxelles est devenue un prétexte pour toutes les spéculations. Les entrepreneurs et les politiciens ont remplacé les artistes, sentant bien le profit qu'il y avait à tirer de cette idée. Et dans les années 50, pendant la préparation de l'exposition universelle, le visage de la ville a définitivement basculé. Et c'est alors qu'a commencé la mégalomanie de ce qu'on appelle parfois la bruxellisation. Certains de ces travaux, vous le savez, n'ont pas été entrepris sans mal, non. C'est que l'aspect de Bruxelles se modifie sans cesse et c'est aussi que les Bruxellois n'aiment pas être secoués. Leurs récriminations ont été longues et sonores, oui. Mais contre vents et marées, les travaux ont été entrepris et à l'heure qu'il est, certains jolis coins de Bruxelles appartiennent déjà au passé. Le monde des arts a été détruit, ses arbres abattus, et on a construit des tunnels, des parkings et les grands axes routiers. Un homme politique qui a joué un grand rôle dans cette affaire fut Paul van den Boeynens. Il était Premier ministre, mais est-ce que vous savez qu'il a commencé sa carrière en 1958 comme commissaire de l'exposition universelle? Depuis l'Expo 58, Paul van den Boeynens a joué un rôle clé dans le développement de Bruxelles. Je lui ai demandé si Bruxelles n'avait pas été victime de la mégalomanie de ses dirigeants. Mégalomanie, non, non. Mais certainement l'ambition de grandir, l'ambition de prendre sa place à n'importe quel prix. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Nous étions des tout-petits et on a voulu, à tout prix, devenir plus grands.
Est-ce que vous ne croyez pas que les erreurs urbanistiques de Bruxelles viendraient de l'influence d'une ville parallèle, Bruxelles? Moi, non, voyons, écoutez, ça c'est du roman, c'est du roman. Les pouvoirs publics se préoccupent aussi de ce problème et ne se laissent pas emporter comme cela. Mais bon, il y a eu des dérapages aussi. Et qui n'en a pas fait dans sa vie, hein? Un ami proche de Van den Boeynants, le promoteur Charlie Degaux, a été à l'origine du fameux plan Manhattan et de la destruction du quartier nord. Nous avons voulu être en correspondance avec New York. New York a une tour de 400 mètres de haut. En Belgique, nous ne pouvions pas à cause de Zaventem. Nous en avons fait 4 de 100 mètres, au lieu d'une de 400. Oui, Bruxelles a fait un boom extraordinaire, n'est-ce pas? En 20 ans. Maintenant, il faut dire que Bruxelles, c'est spécial. Le Bruxellois a la critique rapide. Quoi que vous fassiez, si le bâtiment est brun, il le voudrait rose. Mais moi, je voudrais bien que toutes les femmes de Belgique ressemblent à Marilyn Monroe. Mais elles ne se ressemblent pas, mais je les critique pas. Je ne leur en fais pas dommage. Alors quand quelqu'un investit dans un bâtiment, bon, on ne l'aime pas, c'est d'accord. Mais est-ce que c'est de bonne loi de le critiquer? Je ne suis pas sûr. Il a investi, bon, si on n'aime pas, on dit rien. Si on aime, on dit bon, on l'aime bien. Mais j'entends jamais qu'on me dise, mais j'aime bien cela. Le plan Manhattan n'est qu'un aspect de ce dévoiement. Après, ils ont commencé à détruire les œuvres même des initiateurs de la secte, comme la Maison du Peuple de Horta. Peut-être pour faire disparaître les emplacements supposés de ce fameux passage vers Bruxelles. Je crois qu'à cette époque, les images de Bruxelles qui ont pas se fasciné pendant plus d'un siècle ont commencé à paraître vieillottes. J'ai vraiment du mal à croire que tous ces événements soient liés à la secte Bruxelles. Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'on en parle si peu. Car dès qu'on regarde, les signes sont là. Pensez à ces événements curieux qui se sont passés ces dernières années. L'enlèvement de Van den Boeynants, l'enlèvement du bourgmestre Kudel. Tous les deux étaient liés aux transformations de Bruxelles. Et à leur retour, le moins qu'on puisse dire, c'est que leurs explications ont paru, ont laissé certains sceptiques. Ne serait-il pas passé par Bruxelles? Journal télévisé du 15 février 89. Il a raconté son odyssée. Il n'a pas révélé grand-chose sur les circonstances et les conditions du versement de la rançon, mais les retrouvailles... Libéré après un mois d'enlèvement, Paul Van den Boeynants donne une conférence de presse. Mesdames, Messieurs, je voudrais d'abord vous dire combien je suis heureux de vous retrouver et je ne sais pas d'où je viens, mais je viens de loin. C'est à cette époque que les événements ont commencé à se précipiter. Ainsi, le 20 novembre 1993, un cambriolage pour le moins mystérieux la nuit dernière à Bruxelles. Des inconnus se sont introduits dans les locaux de l'une des plus anciennes associations de défense du patrimoine, les archives d'architecture moderne. Fait troublant, les cambrioleurs ne paraissaient pas seulement intéressés par l'argent ou par le matériel. Éric Bévert. Cela ressemble à un cambriolage classique. Entrée par le soupirail, fil du téléphone arraché, bureau fouillé de fond en comble.
Pourtant, pour les membres de l'association, on n'est pas venu ici uniquement pour l'argent. Détail troublant, en effet, certaines pièces n'ont même pas été visitées et les voleurs se sont apparemment montrés plus intéressés par les dossiers que par les livres anciens de valeur. Alors, vandalisme, vengeance ou bien même mesure d'intimidation? Je me suis rendue une nouvelle fois aux archives de la ville de Bruxelles. Je voulais interroger Henri Van de Belle sur les événements récents. Et c'est alors que ses collègues m'ont informé qu'il n'était pas venu à son travail depuis plusieurs jours. Il avait laissé pour moi à une de ses collègues les clés de son appartement. Sous un désordre apparent, Henri Van de Belle m'avait laissé des signes clairs. Le palais de justice ou le palais des trois pouvoirs n'était pas loin. Je n'ai pas vraiment été surprise. Archiviste, collectionneur, Van de Belle avait réuni un bel ensemble de dessins de Robert Louis-Marie de la Barque. J'avais l'impression de parcourir le vrai Bruxelles. On comprend que ces images aient pu fasciner. Tout n'est pas clair dans le livre de Pierre Midieu. Quelques pages ont été arrachées. Mais contrairement à ce que j'avais cru, le dossier B n'est pas un essai, mais bien un roman qui se fait passer pour une enquête historique. Il suffisait de lire le livre jusqu'au bout pour saisir la mystification. L'idiot écrit « Un jour peut-être la recherche effrénée de Bruxelles dans les entrailles de Bruxelles deviendra-t-elle inutile. Il ne servira plus à rien de détruire Bruxelles pour y chercher des traces de Bruxelles, car les deux villes en seront arrivées au point où elles coïncident. Elles se seront entremêlées, se ressemblant à tel point qu'il sera devenu impossible de les distinguer. » Il reste une dernière pièce à verser au dossier. Au moment de boucler le montage de mon enquête, j'ai reçu dans mon courrier une cassette vidéo. Bonjour Claire. Je peux vous appeler Claire maintenant, n'est-ce pas? Depuis que vous êtes venue chez moi. On se connaît un peu, n'est-ce pas? Oui, Claire.
C'est moi qui ai piqué le dossier B. Vous savez, le passage dans lequel M. Ledoux nous dit que son bouquin n'est que de la fiction, c'est faux, Claire. Vous savez pourquoi? Parce que moi, Henri Van de Belle, j'ai trouvé le passage, Claire. Après tant d'années de recherche, je l'ai trouvé. Et vous savez, c'est marqué dans le bouquin. Tout à l'heure, Claire, je vais passer à Bruxelles. Et je vais emmener cette caméra. Et bientôt, Claire, je vous emmènerai des images. Bientôt. Au revoir. Au revoir, Claire. Au revoir. Henri Van de Belle n'a plus jamais donné signe de vie. Mais il reste une certitude. La ville que l'idiot, de la barque et les autres avaient imaginée dans leurs rêves, puis leurs cauchemars, cette ville existe bel et bien. Bruxelles a rejoint son reflet.